Difference. C'est une méthode statistique qui est vraiment utilisée pour estimer le traitement, l'effet d'un traitement entre un groupe contrôle et un groupe qui a été traité. Quand on parle de groupe traité, on veut voir l'effet d'un traitement d'une intervention sur un traitement. Par exemple, on est dans l'agriculture, on a deux types de terre. Il y a une terre qui va recevoir une nouvelle type de graine, je sais pas, quelque chose de ce genre-là, et l'autre terre qui n'a pas reçu. Donc, on veut voir l'effet de cette intervention-là sur le groupe qui a été traité sur une période de temps. Voilà. Donc, cette méthode est utilisée dans l'évaluation des politiques publiques, par exemple, pour pouvoir estimer l'effet du traitement dans le cas théorique. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, on veut voir, on veut faire une comparaison du changement entre le groupe qui a été traité et le changement dans le groupe de contrôle. Le groupe de contrôle et le groupe traité est le groupe qui reçoit l'intervention pendant que le groupe de contrôle n'a pas reçu cette intervention, mais les deux sont analysés sur une période de temps. Donc, on aura une comparaison à deux niveaux. Le premier niveau, désolé, ça sera plutôt les changements qu'on va observer sur les mesures d'intérêt. Donc là, de quoi il s'agit? On veut voir, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avant et après. On a un groupe de contrôle, on a un groupe traité qui a reçu, le traitement. On veut comparer le traitement avec lui-même avant et après qu'on ait reçu le traitement et s'il y a eu des changements aussi au niveau du groupe de contrôle. La deuxième comparaison, c'est comparer l'échantillon des participants et des non-participants, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont reçu l'intervention et ceux qui ne l'ont pas reçu. On veut aussi faire cette comparaison-là. Et à la fin, comme je crois que notre collègue Priscille avait mentionné, Daniel avait mentionné, cette étude, le DID, cette méthode des doubles différentes, peut nous aider à tirer des conclusions causales si elle est correctement menée. Voilà. Si on a un contrôle, on a un groupe de contrôle bien défini, un groupe traité bien défini, et les participants sont assignés de la bonne manière, on peut tirer des conclusions causales. Donc, il faut aussi mentionner que cette étude nécessite des données panel, c'est-à-dire on a besoin de plus d'informations d'un individu sur une période de temps. Voilà. Donc, la différence, il faut aussi mentionner, j'ai voulu mentionner ça, la différence entre l'avant et l'après du groupe de traitement va nous aider à éliminer tout ce qui est problème de tendance et pour pouvoir obtenir une estimation qui n'est pas biaisée sur l'effet du traitement, il faudra faire une hypothèse de tendance parallèle. Voilà. Donc, voici un graphe qui fait un résumé de ces deux points-là, de tout ce qu'on a parlé. On a deux groupes de participants. On a les participants qui vont recevoir l'intervention et on a les non-participants. Et on va essayer de voir sur une période de temps quels sont les changements qui sont arrivés au groupe contrôle et quels sont les changements qui sont arrivés aux groupes qui ont reçu l'intervention. Et on va essayer de mesurer l'impact en faisant la différence du changement qui s'est passé dans le groupe traité et la différence, et moins la différence, je dis moins oui, on va soustraire cette différence-là de la différence qu'on va obtenir du groupe contrôle qui n'a pas reçu l'intervention sur une période de temps. Voilà. Donc, la validité de l'approche DID ou la méthode à double différence doit être liée à la similarité des groupes traités et contrôle. Et donc, il y a certaines, il faut pouvoir contrôler la plausibilité qui doit être effectuée. Donc, on doit calculer tout ce qui est le placebo des périodes sans changement dans l'environnement. On doit s'assurer que pour tout ce qui est séries temporelles qui sont plus longues, on puisse vérifier et démontrer tout ce qui est tendance temporelle et aussi s'assurer que on peut utiliser un autre groupe contrôle si c'est possible, bien sûr, pour pouvoir estimer les résultats qu'on a obtenus, pour vérifier que l'estimation est la même et puis remplacer toute variable par une variable Y par une variable alternative qui doit être définitivement indépendante du traitement, bien sûr, pour ne pas affecter nos résultats. Et donc, les problèmes qu'on peut rencontrer dans cette étude ou dans cette analyse, on peut rencontrer bien sûr la surestimation de l'effet du traitement. Voilà, on peut avoir ce genre de problème. Le traitement peut être focalisé seulement sur un sujet particulier
et peut-être exagéré, comme s'il peut être utilisé partout. Donc, c'est un problème courant. Un autre problème, c'est que les tendances parallèles, la plupart du temps, sont plus plausibles sur une période plus courte que sur une longue période, alors que quand on regarde les personnes qui veulent créer des politiques selon ces points de vue-là, ils sont plus focalisés ou plus intéressés sur tout ce qui est effet à long terme. Voilà, quel est l'effet à long terme. Donc, ça peut être un problème pour tout ce qui est tendance parallèle. Et puis, bien sûr que cette méthode peut être appliquée à deux groupes qui doivent être affectés par un changement. Mais le problème, c'est que si on doit donner un dosage ou différentes doses à ces différents groupes-là, l'estimateur DID ou l'estimateur de la différence, la double différence peut être trompeur parce que l'intensité qui a été donnée à ces deux différents groupes-là peut être différente. L'intensité de la réponse entre ces deux groupes peut être différente. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on est pressé par le temps. Je vais finir rapidement. Un exemple, par exemple, de question où on peut utiliser cette méthode, par exemple, supposons qu'on a une question où on nous demande est-ce que l'augmentation du salaire minimum peut entraîner une augmentation du chômage? Voilà. Est-ce que l'augmentation du salaire minimum, par exemple, aux États-Unis, la paye ou la marge salariale est limitée par heure pour certaines personnes dans certains États. Donc, on peut vous dire que le minimum, c'est 7 $, 8 $. Supposons que cette marge minimum-là est augmentée à 10 $, voilà, de 2 $. Donc, est-ce que cette augmentation-là va impacter, augmenter le niveau du chômage? Et donc, je crois qu'une étude a été faite aux États-Unis où ces chercheurs-là ont prouvé qu'ils ont utilisé une étude DID, cette étude de double méthode-là, où ils ont utilisé un État qui avait été impacté par une augmentation salariale et ils ont comparé cet État-là avec un État voisin qui n'avait pas été impacté par cette marge d'augmentation du salaire. Et ils ont constaté que cette augmentation du salaire-là a envoyé une augmentation du chômage, surtout dans les compagnies comme les restaurants fast-food. Voilà. Et la méthode qui avait été utilisée ici dans ce cas-là, c'était une méthode DID. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? C'est que cette méthode peut nous aider à répondre à certaines questions où nous avons des groupes et on veut vérifier l'intervention. Mais dans l'exemple que j'ai donné, bien sûr, ce n'est pas un exemple forcément très plausible ou fiable parce que les États n'ont pas été forcément contrôlés, ces deux États différents. C'est pas forcément, c'est une étude quasi expérimentale puisque les groupes n'ont pas été forcément contrôlés. Mais ça nous montre au moins l'idée que comment on peut utiliser cette analyse-là. Voilà, on peut aussi utiliser, par exemple, pour répondre aux questions, on a une maladie comme le choléra, et est-ce que les personnes qui reçoivent des soins au service de réhydratation, voilà, sont-ils affectés? Quel est le rapport par rapport à ceux qui n'ont pas accès à ces choses-là? Voilà, donc on peut créer deux groupes et puis essayer de mesurer cette différence-là. Donc, c'est un peu tout par rapport à ça. Comme je l'ai dit, ce n'est pas trop long parce qu'on est pris par le temps. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, je crois